Nouveau rendez-vous du 7 Info. Bonsoir et merci de nous choisir. Terrorisme, mouvement d'humeur de travailleurs, les élections de 2020 et le mystère Yacouba Isaac Zida. Voici pour les grands axes. Bonsoir et bienvenue. Ils étaient trois, les deux Français et la Sud-Coréenne, libérés des mains des ravisseurs. Ils sont venus dire merci au président du Faso pour la collaboration dans le cadre de l'opération de libération. Journalistes et preneurs de vue aux aguets pour ne rien manquer des premières images des désormais ex-otages. C'est aux environs de 9h10 qu'ils foulent le sol de la présidence du Faso. Les deux Français et la Sud-Coréenne, accompagnés par l'ambassadeur de France. L'ex-otage américaine a été récupéré par son ambassade. Ils sont ensuite conduits dans la salle d'audience où ils sont reçus par le président du Faso. Libres après environ 10 jours de détention pour les Français, ils expriment leur reconnaissance aux forces de tous les pays impliqués dans l'action qui a permis leur libération. Ils ont également une pensée pour leur guide béninois et les deux commandos français qui ont payé le prix fort pour leur sauver la vie. Toutes nos pensées vont aux familles des soldats et aux soldats qui ont perdu la vie pour nous libérer de cet enfer. On voulait présenter nos condoléances tout de suite à ces familles parce que nos pensées elles sont ambivalentes par rapport à tout ce qui nous arrive. On pensait aussi à notre chauffeur guide béninois qui a perdu la vie au tout début de notre enlèvement et ça a été très difficile aussi. On voulait remercier les autorités françaises, celles du Burkina Faso, d'avoir participé à notre libération et à ce que nous soyons loin de tout cet enfer que nous avons vécu. Merci. Merci, mesdames et messieurs, merci. Les ex-otages ont été libérés grâce à une opération militaire coordonnée entre forces françaises, burkinabées et américaines. Un exemple de coopération militaire dans la lutte contre le terrorisme, salué par le président du Faso via son ministre des Affaires étrangères. Cette coopération marche bien et le succès, donc, on peut dire, de cette opération, puisqu'elle a abouti à la libération des otages, est la preuve donc que cette coopération marche assez bien. Et vous le savez bien, elle est régie par un accord de défense que nous avons signé en décembre dernier à Paris. Et au terme de cet accord, donc, les forces françaises, qui sont les forces alliées, il faut le souligner, qui sont les forces alliées dans notre pays, peuvent mener donc des opérations dans notre pays en collaboration et en coopération avec les forces de défense et de sécurité burkinabées. Et ça a été donc le cas dans cette opération où il y a eu la participation d'une quinzaine de militaires burkinabés, mais il y a eu aussi la collaboration en termes de renseignement et qui a donc abouti au succès donc, de l'opération. Les deux Français, Patrick Pic et Laurent Lassimouya, et la Sud-Coréenne sont attendus dans la soirée de ce samedi 11 mai à Paris, où ils devraient être accueillis par le président français Emmanuel Macron. L'ex-otage américaine devrait être rapatriée dans son pays par son ambassade. Voilà, et on apprend ce dimanche l'attaque d'une église et d'un centre de santé dans la localité de Dablo, commune de la région du centre-nord, précisément dans la province du Samatenga. L'attaque perpétrée par des individus armés a fait 6 morts, dont le prêtre célébrant, indique un communiqué du ministère en charge de l'administration territoriale. Siaka Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Et justement, pour parler de cette libération d'otages, le ministre en charge donc, de la diplomatie l'a dit, c'est une collaboration là, un bel exemple de collaboration qui a permis de libérer ces otages. Il a dit la collaboration marche bien, mais est-ce que ça marche si bien que ça? Parce que là, on se demande si ce n'est pas parce que ce sont des otages français, est-ce que cette collaboration allait véritablement porter ce fruit, parce que les prises d'otages, il y en a pas mal de Burkinabés ont été pris en otage, mais on n'a pas vu cette collaboration qui a permis donc de les libérer. On a parlé du renseignement américain qui a permis de donner des informations dans ce cas précis, mais on se demande pourquoi effectivement cette collaboration
ne marche pas toujours pour permettre à nos forces de défense et de sécurité de disposer de l'information nécessaire pour pouvoir mener les opérations. Merci. Effectivement, je crois que la question mérite d'être posée et beaucoup de Burkinabés se posent ces questions-là. On vient de voir qu'effectivement, il est possible de réussir dans la lutte contre le terrorisme et cette opération en est la preuve. Ça veut dire que lorsque les moyens sont mis en œuvre, lorsque la volonté politique existe, il est possible également de réussir dans cette lutte-là. Moi, c'est ce symbolisme-là que je retiens de cette affaire d'otages qui vient d'avoir lieu, qui permet en même temps d'expliquer un peu comment cette collaboration, cette coopération dont parle le ministre, se déroule. Les forces internationales, c'est-à-dire que les Français, les Américains soutiennent le Burkina Faso dans son dispositif de défense et de sécurité. Il ne s'agit pas que les Français ou les Américains viennent prendre la place de nos militaires et de nos gendarmes. Cela signifie que c'est dans le dispositif mis en place par la défense burkinabé et les unités de sécurité que les autres apportent un soutien. Et là, tout dépend en ce moment de l'organisation et du leadership qui est déployé dans la lutte antiterroriste au niveau national. On l'a dit, ce combat, c'est d'abord un combat de renseignement. Voilà. Et c'est à ce niveau qu'on aurait voulu avoir ce soutien. Oui, le soutien, il existe certainement. Je ne sais pas trop comment cela fonctionne parce que le renseignement, comme vous le savez, ce n'est pas ce qui est le plus exposé. Mais très certainement, il faut établir des protocoles et surtout établir des mécanismes de fonctionnement. C'est-à-dire qu'à tel moment, on peut demander ceci, à tel autre moment, on peut... je ne sais pas exactement. Mais tant qu'on n'a pas mis en place ces dispositifs-là, je crains qu'on ne puisse pas profiter de ce qui peut être disponible à notre niveau. Et il faut tenir compte également que même si les puissances ont déployé des dispositifs à notre niveau pour le renseignement, qui permet par exemple de voir là où nos propres hommes ne peuvent pas voir, il y a des limites peut-être qu'ils ne vont pas franchir dans l'information qu'ils nous donnent. Ce qui fait que jusqu'à présent, ceux qui voient où sont les terroristes ne peuvent pas agir parce qu'ils ne sont pas légitimes, ce n'est pas leur pays. Et ceux qui sont légitimes à le faire ne voient pas où se trouvent les terroristes. Et c'est ce que je peux voir dans cette opération qui vient de se dérouler. Donc il faut peut-être revoir cette forme de collaboration. Il faut revoir la collaboration, mais surtout je crois que ce qu'on n'a pas cessé de dire, il faut mettre l'accent sur l'équipement des forces de défense et des unités de sécurité, afin que nous puissions atteindre un minimum de niveau de renseignement autonome. Parce que c'est aussi une question de technologie. Une question de technologie. On ne va pas tout simplement se mettre à demander aux autres qu'est-ce qu'ils voient. C'est notre territoire, nous devons être capables de savoir qu'est-ce qui se déroule sur notre territoire. D'autant qu'il y en a qui réussissent à le faire. La Mauritanie, le Tchad n'ont pas de problème à ce niveau. Il y a des touristes qui vont en Mauritanie, qui terminent leur parcours de touristes et qui repartent tranquillement. Parce qu'il y a un minimum de sécurisation qui est fait et ils savent qu'est-ce qui se passe sur leur territoire. Mais si ce n'est pas le cas du Burkina Faso, du Mali ou du Niger, je pense qu'il n'est pas bon de s'en prendre aux autres, mais de mettre l'accent nous-mêmes sur les moyens que nous devrons déployer afin de compléter notre dispositif et réussir dans la lutte aussi, comme d'autres le réussissent. Et là, on voit que 2 commandos français y ont laissé la vie. Ça démontre aussi qu'en face, véritablement, ce sont des hommes assez organisés, exactement, structurés et outillés. Très aguerris à la lutte, donc, et qui répondent donc à la définition des terroristes, surtout des kamikazes, qui sont prêts à aller jusqu'au bout pour leurs opérations. Donc, ils ont été surpris par l'unité antiterroriste française et ils ont réagi. Ils ont réussi à abattre 2 militaires. Donc, cela montre que ce sont des gens qui ne sont pas prêts à abandonner de sitôt la lutte et surtout pas pour rien. Donc, ça donne une image aussi de la dimension de ce conflit que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'il faut déployer comme moyen? Aussi bien moyens logistiques que moyens juridiques aussi, pour pouvoir réussir dans cette lutte-là. Et il y a aussi ce chemin des otages enlevés au Bénin, qui se retrouvent au Burkina et qui vont jusqu'au nord, finalement, pour être libérés. Oui.
l'explication donnée par les autorités militaires françaises, c'est que les otages étaient en train d'être transbordés au Mali. Où ils auraient été remis à une autre organisation beaucoup plus structurée qui allait négocier certainement la libération de ces otages moyennant certainement il fallait justement les empêcher de l'argent. d'arriver. Donc le schéma aujourd'hui est que ils ont le nord du Bénin, ils sont présents au nord du Bénin et ils ont aussi des corridors de passage sur le territoire burkinabé, ce qui leur permet de faire ces opérations. N'eût été les moyens colossaux de la France et des États-Unis mis ensemble, je crains fort qu'on n'aurait pas réussi, s'il s'agissait seulement de nos forces locales, à au moins arrêter ce... Otapouanou a, comme on l'a dit, on dit les autorités, permis de ramener un peu la stabilité au niveau de l'Est. On estime que c'est une région quelque peu plus sécurisée désormais, mais ils ont réussi quand même à faire ce trajet. Oui, Otapouanou a fait un bilan jugé positif par le chef d'état-major général, qui a peut-être certainement réussi à déloger des niches de terroristes. Ça, c'est possible. Mais ce qui est difficile à l'heure actuelle d'atteindre comme objectif, c'est d'éradiquer totalement le terrorisme, mais surtout d'annihiler les réseaux qu'ils ont mis en place. Et je crains que ce soit ces réseaux qu'ils ont utilisés pour pouvoir transporter les otages depuis le nord du Bénin jusqu'au Mali. Donc les réseaux existent, les corridors existent. Vous savez que ce sont des zones qu'on appelle en langage de sécurité les zones grises, c'est-à-dire les zones où l'autorité de l'État a du mal à se faire et où ça donne des activités de grand banditisme et de terrorisme. Donc toute cette partie n'est pas totalement couverte. Il y a certainement des unités par-ci par-là, mais le maillage n'est pas suffisant pour empêcher le passage de nuit, parce qu'il s'agissait de la nuit, de ces terroristes-là avec leurs otages. Cela veut dire qu'il y a encore du travail à faire. L'état d'urgence était une étape, mais il faut des moyens encore plus importants pour établir le contrôle et la surveillance sur l'ensemble du territoire burkinabé. Et cette zone grise, rouge qui avance du Sahel vers le nord, et avec, comme on l'a dit ce dimanche, cette attaque au niveau donc, du Samatenga dans le centre-nord, ça veut dire qu'il y a une forme de progression. Mais fort heureusement, on apprend cette nouvelle, c'est cette opération aussi, après Otapouanou, qui est lancée au niveau de cette région. Oui, tout à fait. Maintenant, on va se demander quelle est l'efficacité de ces différentes opérations, étant donné que si on prend le cas du nord du pays, le terrorisme ne fait qu'avancer. Aujourd'hui, le Samatenga est au cœur donc, des accrochages avec les terroristes. Cela signifie qu'il y a une progression quand même qui est en train de se dérouler. Depuis le Soum en 2016, et maintenant nous sommes au Samatenga, cela signifie que les terroristes sont en train d'avancer. Est-ce que les opérations ponctuelles sont suffisantes pour éradiquer la descente des terroristes? C'est une question à se poser. Vous avez également vu la nouvelle carte générée sur le Bénin également, qui montre aussi une zone rouge au nord de ces pays, qui démontre que si, pendant que les terroristes étaient basés dans le Mali, ils devaient certainement avoir des bases arrières au Burkina Faso, ce qui leur a permis facilement de transporter leurs conflits sur le territoire burkinabé. S'ils sont aujourd'hui au Burkina Faso, cela signifie très certainement qu'ils sont déjà au nord du Bénin, du Togo, du Ghana et de la Côte d'Ivoire, en termes de combat. Cela veut dire qu'il est plus facile pour eux d'agir dans le nord du Bénin, du Togo, du Ghana ou de la Côte d'Ivoire, maintenant qu'ils sont assez bien implantés au Burkina Faso. Et c'est ça que ça montre aussi dans cette opération. Et ça montre aussi toute la difficulté ou le problème d'anticipation de nos États au niveau de la sous-région, qui est que ces États-là, peut-être à un moment donné, ne se sont pas sentis concernés par le problème. Exactement. Je l'ai dit à plusieurs reprises. À mon avis, depuis 2016, les armées du Bénin, du Togo, du Ghana et de la Côte d'Ivoire devaient se trouver à Ouagadougou déjà. En fait, d'anticiper sur la progression du terrorisme vers ces zones-là. Mais apparemment, ils ont considéré que c'est un problème du Burkina Faso, pris en cela par le discours officiel ici qui disait que c'est un problème politique et que c'était l'ancien régime qui était derrière. Donc peut-être cela a endormi les autorités des pays côtiers qui ont cru que le terrorisme n'allait jamais se déporter. Aujourd'hui, on le voit avec cette opération qui a été menée dans le nord du Bénin, qu'en réalité, les terroristes sont beaucoup plus avancés que le territoire burkinabé lui-même. Reste à savoir dans quelle proportion ils vont déclencher les attaques dans ces pays côtiers.
Peut-être qu'ils auront un problème d'effectif pour un certain temps, le temps donc de recruter localement avant de lancer les offensives. Mais je crains que toute la sous-région ne soit déjà concernée par ces problèmes de terrorisme-là. On attendra donc de voir cette nouvelle opération qui est lancée au niveau donc du Grand Nord. 5 mois après l'adoption de la loi de finances 2019 où la sécurité justement et la défense ont vu le budget augmenter, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès va au constat à l'état-major général des armées. Cette semaine, le président Edi Komboigo et ses camarades ont voulu savoir si l'armée bénéficie du nécessaire pour accomplir sa mission de défense. L'adoption de la loi de finances 2019 en décembre 2018 a vu une hausse des budgets accordés à la sécurité et à la défense. Si le budget de la sécurité est passé de 71 milliards à 99 milliards, celui de la défense est passé à 169 milliards à 209 milliards de francs CFA. C'est pour constater l'effectivité de cette hausse auprès des premiers acteurs qu'un parti de l'opposition, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès s'est rendu ce jour à l'état-major général des armées. Nous sommes venus nous rassurer auprès de l'état-major que le budget voté a été exécuté et qu'ils ont les équipements nécessaires pour faire face à ces attaques terroristes. Nous avons été donc rassurés de ce côté. Nous avons également évoqué d'autres questions que nous préférons taire ici en tant qu'hommes politiques. Nous souhaitons que l'armée puisse mener sa mission dans l'intérêt général du Burkina Faso et que le pays puisse retrouver la paix. Edi Komboigo a préféré garder le silence sur certains points évoqués avec le chef d'état-major général des armées, qu'il estime sensible. Il est par contre éloquent sur l'accusation faite à son parti d'être mêlé aux attaques terroristes. Nous avons profité pour lui rapporter l'information que le CDP n'est mêlé ni de près ni de loin à ces attaques barbares et qu'aucun membre du CDP et personne ne pourrait cautionner ce qui se passe là. Nous lui avons rassuré de notre soutien, notre compassion à l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui ont donné leur vie pour que notre pays retrouve la paix. La hiérarchie militaire salue cette démarche du CDP. Pour elle, c'est la première fois qu'un parti politique se rend à l'état-major général des armées pour un sujet aussi important. Une visite visiblement aussi qui tombe à point nommé parce que selon certaines sources, on apprend qu'il y aurait quelques soucis de prime également au niveau de ces forces de défense et de sécurité qui mènent le travail sur le terrain. Je crois que le CDP fait ici œuvre utile en se rendant à l'état-major pour s'enquérir de l'état d'avancement du budget qui a été voté par l'Assemblée nationale au profit donc de la défense, et de s'assurer que ce budget est effectivement mis en place et que les prévisions de dotation et en équipement qui ont été faites avec la loi des finances sont effectives sur le terrain. Et cela n'empêche pas, en tant qu'acteur politique, d'évoquer d'autres questions, comme peut-être l'évocation de son parti ou l'ancien régime, comme on l'appelle couramment, dans une implication possible dans les actions du terrorisme. Et je pense que le CDP ici marque un grand coup quand même en menant cette opération-là. La suite de cette info, plus les échéances électorales de 2020 approchent, plus les masques tombent, les candidatures et les intentions se dévoilent et il y a le mystère Yacouba Isaac Zida. L'ancien Premier ministre va-t-il vraiment rentrer de son exil canadien? Sera-t-il candidat à la présidentielle? Oui, répond le MPC, le mouvement des peuples citoyens. Avec précision, Zida sera, selon cette structure, de retour le 16 septembre prochain et il sera candidat. Le 16 septembre prochain, Yacouba Isaac Zida devrait normalement atterrir au Burkina Faso, selon le mouvement des peuples citoyens. Une information que le MPC tient de Zida lui-même, qu'il aurait confiée à Idrissa Nogo, le leader du MPC. Environ 4 ans après avoir quitté le pays, Yacouba Isaac Zida serait prêt à rentrer au Bercail, avec en perspective la présidentielle de 2020. Le retour, comme je le disais, donc, de M. Yacouba Isaac Zida au Burkina Faso, prévu officiellement le lundi 16 septembre 2019. Non seulement l'ancien Premier ministre m'a affirmé son retour officiel
au pays le 16 septembre prochain, mais aussi il m'a confirmé qu'il sera bel et bien candidat à la présidentielle de 2020. Depuis son départ pour le Canada à la fin de la transition et l'avènement de Roch Marc Christian Kaboré au pouvoir, Isaac Zida a été nommément cité dans plusieurs affaires peu catholiques. Pour le MPC, tout cela n'est qu'une machination orchestrée par le pouvoir en place pour discréditer un potentiel candidat. Je ne vous l'apprends pas, ça est dans son livre. En réalité, toute cette cabale politico-judiciaire, selon le mot de Yacouba Isaac Zida lui-même, est montée par les autorités actuelles pour éliminer un potentiel challenger politique. En effet, des responsables du MPP ont œuvré à convaincre le président Roch Kaboré que Zida, avec l'appui des jeunes militaires, constitue la menace la plus sérieuse actuelle. Au regard de la gestion de la transition et de tous les sacrifices consentis par Yacouba Isaac Zida, il serait l'homme idéal pour gérer le Burkina Faso, selon le mouvement des peuples citoyens. L'organisation invite les Burkinabés des villes et des campagnes à se tenir prêtes pour accueillir celui qu'elle considère comme le futur président du Faso. Une sortie contestée par certaines organisations proches de l'ancien Premier ministre qui estiment qu'il n'en est rien à propos donc, de cette date du 16 septembre annoncée par le mouvement donc, de Idrissa Nogo. Toujours est-il que ça reste un mystère entier. Va-t-il rentrer? En tout cas, il ne fait pas de mystère sur ses intentions par rapport à la présidentielle, mais ça reste véritablement quelque chose qui est attendu. On attend de voir. Aura-t-il le courage et l'audace de venir? Oui, c'est ça. On attend donc de voir qu'est-ce qu'il fera effectivement, parce que jusque-là, il s'agit de beaucoup d'effets d'annonce. D'abord par son ouvrage, ensuite les interviews données sur France 24, maintenant les conférences de presse de ses partisans. Il reste à voir le concret. Est-ce qu'il va effectivement fouler le sol burkinabé? Et je pense que cette conférence de presse de ses partisans, c'est une façon peut-être de tâter le terrain, de voir quelles seraient les intentions réelles des autorités en place le concernant, en annonçant qu'il rentre à telle date. On verra c'est un symbole, le 16 septembre aussi. C'est un grand symbole. On verra bien s'il y a des mesures qui seraient prises à son encontre ou pas. Donc d'ici septembre, effectivement, ça donne le temps aux autorités de se déterminer par rapport à Zida. Si cela n'est pas le cas, je pense que ça va lui donner une orientation de son sort possible et éventuellement lui donner la décision de venir ou de ne pas venir. Donc je pense qu'il est en train de tâter le terrain pour voir quel serait son avenir possible une fois qu'il va rentrer. Mais l'intention de revenir, je crois, elle est assez ferme maintenant. Ça s'est dit à plusieurs niveaux. Donc on retient. Isaac Zida veut rentrer, mais il n'est pas certain de l'avenir qui lui sera réservé et il cherche à le comprendre. Pour moi, je crois que c'est comme ça qu'il faut résumer et synthétiser cette affaire. Le 16 septembre, quand même, anniversaire justement du push manqué. Tout à fait. C'est aussi une date suffisamment éloignée pour que s'il y a des mesures, elles puissent être dégagées dès maintenant, de sorte qu'il soit rassuré sur qu'est-ce qui sera fait contre lui. Toujours est-il que 2020, rendez-vous, peut-être si c'est manqué, ça signe son arrêtement politique? Non, je ne crois pas. Pour moi, je pense que Isaac Zida, logiquement, il a le temps. S'il pense à une carrière politique présidentielle, il a largement le temps. Je parle de son âge, de laisser passer toute cette bourrasque-là, et puis de voir par la suite, avec une génération comme les Dikombwego et les nouveaux jeunes qui viennent de se lancer, Soma Bari. Voilà, et Soma Bari, de créer une nouvelle génération. Il peut envisager les choses de cette manière. 2025. Peut-être qu'il tient à rentrer pour ne plus rester en exil et clarifier sa situation juridique. Parce qu'il y a le souci de l'oubli aussi. Voilà, il y a ça. Le souci de l'oubli, je crains que je ne pense pas que ce soit vraiment très déterminant en politique, mais il ne peut pas rester indéfiniment en exil, d'autant que même là, il ne peut pas se déplacer dans tous les pays du monde. Il est dans un endroit bien précis. C'est peut-être ça qu'il faut régler maintenant, et puis voir par la suite qu'est-ce qu'il faut faire. Il n'y a pas d'urgence pour lui, à mon avis, pour 2020. S'il réussit à le faire, ce serait une bonne chose pour lui.
Mais s'il ne réussit pas, ce n'est pas une catastrophe non plus, étant donné qu'avec son âge, il a le temps quand même de voir venir. C'est vrai qu'il y en a aussi qui s'interrogent sur certaines candidatures, notamment le professeur Soma. Certains estiment, certains analystes pensent qu'il y aurait sûrement des connexions avec Zida aussi. Oui. Le professeur Soma a été... Pour pouvoir participer, un peu oui, c'est vrai. Aussi, a été son conseiller à la primature. Donc cela signifie qu'ils ont des relations assez proches. Si le professeur Soma a réussi une carrière fructueuse en politique, notamment à la présidentielle, cela peut être en tout cas plus favorable pour Isaac Zida par la suite de pouvoir manœuvrer. Mais si cela n'est pas le cas et que ce sont des personnes de courant opposés à Zida aujourd'hui, ça peut compliquer sa situation. Donc, effectivement, autant il peut chercher à rentrer lui-même pour régler sa situation judiciaire ou pour participer à la course présidentielle, il peut également procéder par personne interposée et puis, pourquoi pas, régler d'abord le contexte avant donc de vouloir venir. Continuer à faire de l'agitation politique à travers des représentants sur place, en attendant peut-être de laisser passer le pouvoir complètement. Et pourquoi pas, on peut voir ses partisans officiels, comme Nogo Idrissa, et pourquoi pas se présenter à la candidature au nom et pour le compte d'Isaac Zida, de sorte à le représenter au cas où lui-même ne pourrait pas venir. Parce que pour le procès Abdoulaye Soma, il ne s'est pas prononcé sur le cas Zida. Les journalistes ne lui ont pas non plus posé la question. Il dit qu'il ne s'est pas exclu qu'il y ait des connexions ou une collaboration. En revanche, ceux qui se sont prononcés ouvertement pour Zida, pourquoi pas, peuvent se présenter en représentant de son courant politique. On attendra donc de voir pour ça. Le phénomène continue d'endeuiller des familles. La circulation des poids lourds dans la ville de Ouagadougou, la municipalité est accusée. L'opposition politique parle de laxisme du côté de la police municipale. Il y a d'autres explications à donner. Tristesse, consternation, colère, des sentiments partagés par des Burkinabés, dans ce qu'il convient d'appeler l'incivisme des chauffeurs routiers et des gros porteurs, en l'occurrence. 2 élèves de Ouagadougou ont été victimes d'accidents mortels, respectivement, les 23 avril et 3 mai derniers. Dans son point de presse hebdomadaire, l'opposition politique a dénoncé un laxisme des autorités communales dans l'application de la législation sur la circulation des véhicules poids lourds. Il y a quand même un laxisme. S'il y a des lois et des règlements qui existent et que ce n'est pas appliqué, ce n'est rien moins d'autre que du laxisme. Voilà, donc nous pouvons comprendre que c'est vrai que nous faisons face à beaucoup de fléaux en même temps, mais nous ne devons pas mettre en péril la vie de nos concitoyens. Ces gros porteurs, selon la législation, ne devraient pas circuler dans la ville entre 5h du matin et 20h. Mais il y a des exceptions, nous dit la police municipale, l'entité chargée de l'application des tests. Le rabot 77 a prévu une dérogation majeure pour un certain nombre de voies dans la ville de Ouagadougou, qui est, par exemple, si vous prenez toutes les routes nationales qui rentrent dans la ville de Ouagadougou jusqu'à croiser la circulaire, ça veut dire tout simplement que toutes les routes nationales qui rentrent dans Ouagadougou, ça veut dire que la nationale 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis 21, qui est la route de Kongoussi, jusqu'à ce que ces nationales-là croisent la circulaire. Et la circulaire, c'est actuellement ce que nous appelons communément l'avenue des Tansoba. Ces véhicules-là, ces voies-là sont ouvertes à la circulation des poids lourds à toute heure, de même que sur la circulaire. Mais les tests qui régissent la circulation de ces poids lourds dans la capitale sont caducs. Ils datent de 1989 et à l'époque, l'itinéraire qui leur était destiné était hors de la ville. Mais aujourd'hui, avec l'urbanisation et l'extension de la ville de Ouagadougou, ces voies se sont retrouvées en pleine agglomération. Moi, en tant que praticien, bien sûr, c'est de relire même le texte qui est le rabot en 677, parce que depuis 1989, ça fait maintenant 30 ans, ça ne répond plus à nos exigences. Donc il faut forcément dépoussiérer ce rabot-là. Ce rabot a été abrogé par un nouveau décret adopté en Conseil des ministres le 22 novembre 2018. Pour donc parer au vide juridique et faire face à l'urgence,
Le maire de la capitale a annoncé des mesures palliatives en attendant l'arrêté d'application du nouveau décret en cours de validation. Il s'agit entre autres de la mise en œuvre de l'interdiction de la circulation et du stationnement des véhicules poids lourds dans la commune de Ouagadougou et la construction d'aires de stationnement aux entrées de la capitale. Mais en attendant, ce sont des citoyens qui s'organisent. Ils annoncent un sit-in de protestation le samedi 11 mai prochain contre ces gros porteurs qui circulent aux heures interdites. Et les nouveaux textes sont là, en tout cas du côté du conseil municipal. Dans les jours à venir, on en saura davantage. Il reste justement la question de l'application. Il fait l'objet de critiques vives depuis quelque temps, accusé de laxisme dans la gestion du dossier du foncier urbain. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a décidé de réagir. Lotissement, apurement du passif foncier, promotion immobilière, zone non lotie, programme national de construction de logements. Le ministre Bonané s'est voulu direct et formel. Des guichets déserts, c'est le... Il y a de quoi couler des sueurs quand on doit se prononcer sur des sujets aussi attendus et délicats comme ceux de l'habitat et de l'urbanisme. Dieudonné Maurice Bonané a néanmoins pris son courage à deux mains et s'est lancé dans une explication détaillée sur 6 points à la presse. Sur l'appurement du passif foncier, les membres de la commission ad hoc qui ont prêté serment en début d'année se déploieront sur le terrain ce 9 mai à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso dans les prochains jours. Les lotissements, eux, sont en cours et sur les 86 localités qui n'avaient jamais connu de lotissement, 64 sont engagés, dont une quarantaine réalisée et le reste pour 2019. Les zones non loties qui troublent le sommeil de tout le monde devront connaître quant à elles une restructuration. Au Burkina, nous avons près de 21 900 hectares concernés par l'ensemble des 14 localités. Quand je dis 14 localités, c'est les 13 chefs-lieux de région et puis Tengar. Rien que Ouagadougou, nous sommes à près de 13 000 hectares. Donc, on estime à peu près au quart de la surface de Ouagadougou en zone non lotie. Alors, donc, nous avons prévu la résorption de ces zones-là dans le cadre du programme présidentiel. Les commissions seront mises en place dans les différents arrondissements, dans les différentes communes, de manière à ce que, de manière transparente, avec équité, les attributions puissent se dérouler. Quand vous faites un tour aujourd'hui en zone non lotie, au regard de la densité de l'occupation de ces zones, c'est sûr que les parcelles qui seront dégagées ne suffiront pas à résoudre les problèmes. Donc, il faudra envisager des trames d'accueil, comme on le dit souvent, pour résoudre l'ensemble de ces questions. Le programme national de construction de logements, la promotion immobilière ont aussi été abordés et le ministre jure la main sur le cœur qu'aucune société de promotion immobilière n'a reçu une autorisation de lotissement. Il reconnaît à ce propos une désinformation et une manipulation des populations avec certaines organisations de la société civile qui ignorent tout de leur rôle. On lotit pour les riches. On nous exhibe même des numéros du journal officiel où on aurait autorisé des lotissements pour des promoteurs privés. Les voilà. Voilà les numéros cités. Vous pourrez les consulter. Je dis ça, par exemple, ce n'est pas honnête. Voilà, ce n'est pas honnête avec les populations. De vouloir mentir pour soulever les populations, ce n'est pas honnête. Si c'est des informations justes, nous sommes prêts à en discuter. Voilà. C'est ça aussi le renforcement de l'état de droit. Donc je dis, les membres de la coalition, la porte du ministère est ouverte. Tout ce qu'ils posent comme problème, nous en avons discuté. Si c'est la question du logement aussi, des efforts sont faits. Il y a des problèmes que nous reconnaissons. Il y a des efforts qui sont en train d'être déployés. Aidez-nous à aller dans le sens de la résolution de ces problèmes-là, au lieu de tirer sur l'ambulance.
Qu'est-ce que nous y gagnons? Le bail d'habitation privée a été le dernier point abordé par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat qui dit avoir échangé avec les acteurs sur différents points comme l'emplacement des maisons louées et les commodités offertes. Sans se faire des illusions, le ministère est convaincu que sans une vraie offre en matière de logement, il sera difficile de faire respecter les textes qu'ils auront à prendre pour plafonner les loyers au Burkina Faso. La société immobilière Abdoul Service International, elle, poursuit sa politique de logement avec l'ONEA dans un partenariat pour offrir au personnel de la nationale de l'eau et de l'assainissement des logements décents. C'est une cité de 1000 logements en construction. Cette semaine, les partenaires du projet ont effectué une visite sur le site pour constater de visu l'état d'avancement des travaux. Sur le site, les ouvriers s'activent pour les dernières finitions. La cité des travailleurs de l'ONEA est en plein chantier, plus d'une centaine de logements sortis de terre. À terme, 1000 logements devraient être construits. Sur cette prévision, 600 agents de la nationale de l'eau ont déjà souscrit. Ce 9 mai, certains sont sur le chantier en compagnie des premiers responsables de Abdoul Service International, entreprise en charge de la construction des logements, pour constater l'état d'avancement des travaux. Des logements de divers standings, F2, F3, F4, tout extensibles dans un état semi-fini. Aujourd'hui, nous sommes naturellement contents parce que c'est un rêve qui date depuis longtemps. Et nous ignorons qu'aujourd'hui, le problème de logement au Burkina Faso est très crucial. Et lorsque vous êtes dans une entreprise et que la même entreprise soit le facteur qui vous permet d'avoir un logement, convenez avec moi que ça ne peut être qu'une grande satisfaction. Le projet est rendu possible grâce à un partenariat entre le conseil d'administration de l'ONEA et la société Abdoul Service International. Il s'agit d'une cité fermée qui accueillera les 1000 travailleurs permanents de l'Office national de l'eau. Nous avons autorisé qu'on puisse rembourser les villas sur 15 ans. Donc on prend ton salaire, on essaie de voir sur les 15 ans. C'est ce qui te reste. Pour nous qui sommes à la sortie, parce qu'on est presque à l'âge de la retraite, on regarde est-ce que d'ici ta retraite tu peux payer. Sinon, nous avons limité pour que tu puisses apporter un apport personnel pour qu'avant d'aller à la retraite, il ne te reste pas plus de 5 millions. Ce sont les conditions que nous avons fixées. Donc ça permet à ceux qui sont jeunes, qui ont toujours le temps de prendre jusqu'à 15 ans, ils vont payer doucement, doucement. Des conditions souples selon le PDG de Abdoul Service, qui dit s'inscrire dans la politique du gouvernement en matière de logements sociaux décents au profit des populations. Dans le cadre du programme de gouvernement que nous sommes aussi en train d'accompagner, parce que si vous voyez que nous avons les logements de 9 850 000, le coût normal ça fait 11 750 000. Mais tout ça c'est le mécanisme que nous sommes en train de mettre en place pour accompagner le programme du gouvernement et le chef de l'État. Et secondo, vous savez que dans la même cité, nous avons des logements de 7 500 000. Vous voyez que c'est une cité qui prend pratiquement un peu de 20 hectares. C'est pas petit. On a prévu au moins 1000 logements parce que l'ONEA, ce n'est pas tout le monde qui a souscrit. Actuellement, il y a d'autres qui ont des engagements, mais d'ici l'année prochaine, ils vont essayer de solder ce qu'ils ont comme engagement. Ça permettra à tous ceux qui vont venir en retard d'avoir vraiment les logements aussi, comme ceux qui ont eu la chance de souscrire actuellement. C'est avec satisfaction que nous avons constaté le début du chantier. C'est avec également beaucoup de bonheur que nous avons constater la joie du personnel de l'ONEA qui va être bénéficié de ce logement. Nous sommes totalement résolument engagés pour accompagner ce projet. La cité abritera des services sociaux de base, tels une école, un centre de santé, des lieux de culte, un commissariat, entre autres. Pour le respect des délais de livraison des logements, l'entreprise est formelle. Ils seront livrés avant la saison des pluies, rassure-t-elle. Et il n'y a pas que l'ONEA, la société immobilière Abdoul Service International a également développé la même démarche avec la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. 180 logements sur 500 ont été livrés à ce niveau. Issa Kamaïga, agent de la Caisse nationale de sécurité sociale, reçoit officiellement des mains du PDG de Abdoul Service International les clés de sa nouvelle maison située au sein de la cité CNSS à Zaktouli 1. L'émotion fait que je suis en train de perdre mes mots. J'ai dit d'abord merci à Dieu de m'avoir permis d'avoir la maison. Et je remercie les autorités
du Burkina Faso. Je remercie le promoteur, Abdoul Service. M. Maïga s'empressait d'en finir avec ce casse-tête chinois qui est la vie en location. À peine livré, il l'a déjà aménagé avec sa petite famille dans sa maison de type F3 extensible. J'étais en location. Vous savez tous, au Burkina Faso, le logement, c'est un problème très très sérieux. Alors, si Dieu nous a permis, il nous a envoyé quelqu'un pour nous loger facilement, je dirais, c'est un truc à saluer. Ce projet immobilier initié par la CNSS au profit de ses agents prévoit la construction de 500 logements, dont 180 sont déjà terminés selon les premiers responsables de la société Abdoul Service, qui compte livrer le reste dans 4 mois. La cité dispose déjà de l'eau courante grâce à l'ONEA, reste désormais l'électricité. Quand vous avez posé la question aux bénéficiaires, tout de suite il a dit qu'il y a l'eau, mais il y a l'électricité qui manque. Je sais que le gouvernement aussi ne dort pas à cause de ça. Nous avons essayé de plaider auprès des responsables de ce pays pour les demander quand même de nous accompagner pour qu'on puisse quand même aider les travailleurs de Burkina, parce que c'est tous des Burkinabés. Et vraiment, ça est en cours. Si l'ONU a pu déjà faire un pas, la CNSS est en route. Je précise que la Sonabel a pratiquement plus de 400 personnes qui ont demandé des logements ici aussi, que nous devons quand même faire. Donc c'est une obligation pour la Sonabel même de le faire, parce qu'il y a des travailleurs aussi qui doivent loger ici. La cité Zaktouli 1 n'abrite pas que les agents de la CNSS. On y trouve aussi les travailleurs de la CAMEG, de la Sonabel et du Laboratoire national de bâtiment des travaux publics. Le mouvement d'humeur de travailleurs avec cette semaine la poste Burkina Faso pour la relecture et l'adoption du statut du personnel. Les travailleurs ont observé un sit-in. Des guichets déserts, c'est le constat que l'on fait ce lundi matin à la direction générale de la Poste Burkina. Les travailleurs sont tous dehors. Entre téléphone et causette, ils manifestent leur mécontentement et exigent de leur directeur général l'adoption du statut du personnel qui aurait des incidences financières. L'année dernière, si ma mémoire ne me trahit pas, nous sommes réunis dans cette cour-là pour manifester parce qu'il y avait un certain nombre de préoccupations que le DG ne voulait pas résoudre. Et lors des pourparlers qui se sont engagés par la suite, il était question qu'on réalise le statut du personnel afin de résoudre pas mal de problèmes. Et donc nous nous sommes accordés sur cela. Et cela fait maintenant plus d'1 an que le projet de statut traîne. Et la commission mise en place pour faire ce travail a achevé les travaux depuis le mois de septembre. Mais malheureusement, nous constatons que le DG avait d'autres priorités et il a mis notre projet de côté pour faire autre chose. Et nous l'avons interpellé à plusieurs reprises et il a promis qu'au plus tard, en fin février, logiquement, ce statut allait être adopté. Et nous sommes en mai et jusque-là, ça piétine. Du côté de la direction, on répond que l'adoption du statut relève du conseil d'administration qui y travaille déjà. Il s'agit juste d'une question de temps selon le secrétaire général, représentant du directeur général. Ils sont dans la logique de penser que c'est le directeur général peut-être qui peut constituer un blocage. Il n'en est rien. Ce n'est pas le directeur général qui est le blocage. Le directeur général se bat et en phase avec tout ce qui est contenu dans les statuts et même pressé aussi, comme eux, comme nous tous, que ce dossier-là puisse aboutir pour qu'on puisse passer, comme je vous l'ai dit, à la fin de la production. Au stade actuel, le document et l'ensemble de la situation est entre les mains du conseil d'administration qui a fait un premier travail le jeudi 2 mai sur les documents, les propositions qui ont été faites et dont nous attendons toujours les conclusions. Voilà, c'est la décision en tout cas du conseil d'administration. Le mouvement serait observé dans toutes les agences, sur toute l'étendue du territoire. Si rien n'est fait dans les prochains jours, le syndicat menace de passer à la vitesse supérieure en décidant d'un arrêt de travail. Un mouvement qui a quelque peu dégénéré. Le directeur général a dû être exfiltré par des éléments de la sécurité sous la huée des travailleurs. Siaka Koulibaly, là c'est en tout cas un spectacle, on va le dire, désolant mais révélateur quand même d'une ambiance générale. Oui, on voit que donc, la situation de la Poste vient renforcer
Et c'est un mouvement qu'on constate déjà dans d'autres secteurs. Et cela est déplorable donc, que surtout dans des entreprises donc, de production directe comme la Poste, il puisse y avoir de telles situations. Je pense que tout ce qui relève donc, des statuts, des textes qui sont déjà en vigueur, il ne devrait normalement pas y avoir de difficultés parce que tout le monde, aussi bien la direction que les travailleurs, sont au fait des évolutions, des normes, des règles, etc., etc. Les explications données par le secrétaire général ici, à mon avis, si elles avaient été dispensées aux travailleurs, je pense qu'elles auraient permis de désamorcer les événements qu'on a vus la semaine dernière. C'est là un problème de communication et de gestion des crises. Et ce problème-là, il est réel il est récurrent. Dans nos entreprises, oui. C'est-à-dire entre la base et le sommet. Voilà. Parfois, il y a un seul problème de communication. Et on a effectivement un constat général qu'il faut faire, que ce soit dans l'administration publique que dans les entreprises d'État. Il y a la même situation de difficultés de gestion des crises qui se posent de la part donc des dirigeants de ces unités-là. Les explications données, et surtout en voyant venir la fronde des travailleurs, s'il s'agit donc du conseil d'administration qui est responsable, pourquoi ne pas envoyer les responsables du conseil d'administration s'adresser et délivrer un calendrier dans lequel on aurait vu que leur projet est inscrit à l'ordre du jour de telle session. Ça fait carte blanche, ça permet au directeur général d'être tranquille, de ne pas être concerné par donc, la fronde des travailleurs. Donc je crois qu'il y a eu un manque d'information, un manque de communication qui a fait qu'on a vécu la situation qu'on a pu voir. Et là, c'est déplorable qu'un dirigeant d'entreprise ait des aptitudes techniques et manque d'aptitudes managériales du personnel, des crises, etc., etc. Et cela ne va pas pour renforcer le dispositif de la production nationale et de l'économie. Donc il faudrait que peut-être le gouvernement voie qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme gestion des crises du personnel. Parce que manière générale, le dialogue social, avant qu'on en arrive au sommet, au niveau gouvernemental, déjà, au niveau de chaque direction générale, on devait être en mesure, au niveau de chaque entité, on devait être en mesure d'avoir ce mécanisme-là déjà. C'est ce qu'on n'arrive pas à bien comprendre. Ça fait partie donc des qualités du directeur de pouvoir traiter ce type de questions-là et de s'en référer à l'instance qui est la plus habilitée. Si c'est le conseil d'administration qui est responsable, qu'on donne le calendrier donc, du traitement de la question, et je crois que ça aurait suffi pour désamorcer la crise. Et selon le responsable du syndicat, ça fait plus d'1 an que la situation n'est pas clarifiée à leur niveau. Ce qui fait qu'à un moment donné, il est difficile de contenir l'ensemble des travailleurs et le syndicat est dans l'obligation de laisser les débordements qu'on a pu voir se dérouler. Mais si on avait entretenu le dialogue, on avait expliqué aux syndicats, voilà donc comment les choses se déroulent. Pour telle ou telle raison, nous avons planifié l'adoption de votre statut à telle période de l'année, pour des raisons peut-être budgétaires, peut-être du calendrier, etc., etc. Il y a beaucoup de raisons objectives qui auraient pu permettre donc de désamorcer ces conflits-là. Malheureusement, cela n'a pas été le cas et on peut déplorer que ces conflits au niveau de la Poste viennent alourdir encore le passif du Front du Travail, malgré l'existence du Haut Conseil et du dialogue social. Il n'arrive pas à désamorcer donc ces crises-là et c'est assez déplorable. Et là, on le voit, ça pose un problème, encore une fois, d'autorité de l'État, quelque part. Et cette semaine, il y a eu aussi cette sortie des travailleurs, des administrateurs civils, administrateurs adjoints administratifs, qui effectivement ont remis leur plateforme, leur protocole sur la table, qui estiment aussi qu'ils ont droit à un traitement, au traitement au cas par cas. Cela aussi, à ce niveau, il pose également le problème aujourd'hui de l'autorité qui est bafouée au niveau régional, au niveau communal, effectivement, où ils ne sont plus respectés. Exactement. Je crois que tous ces conflits sociaux permettent de voir qu'il y a un dénominateur commun, c'est l'argent. Donc les moyens pour satisfaire ce que les travailleurs considèrent comme leur dû. Et en réalité, on se rend compte que ce sont des aménagements, des avantages qui sont arrivés à terme et qui tardent à être mis en œuvre par les différentes administrations. Parce qu'il faut ne pas se le cacher,
très certainement, il n'y a pas les ressources financières quelque part pour satisfaire ces revendications-là. Aujourd'hui, j'imagine que le passif de l'État en matière donc, de satisfaction des revendications, à mon sens, il devait s'élever à autour de 1 000 milliards. Tellement il y en a, tellement les administrations sont en ébullition pour ces questions-là. Il y a les administrateurs civils, il y a aussi cette semaine les travailleurs de la culture qui sont revenus, qui ont pourtant participé à la conférence sur la remise à plat, qui sont revenus et qui viennent s'ajouter à ceux qui étaient déjà en mouvement. Sans oublier le SYNATIC, le syndicat des travailleurs de la communication, effectivement, et le CICHA qui monte un mouvement. Donc ça veut dire qu'il y a un dénominateur commun, c'est l'argent, il faut le trouver quelque part. Et c'est là où on attend donc les initiatives du gouvernement, mais aussi du parti au pouvoir, parce que son rôle aussi, c'est de concevoir des solutions et de les soumettre au gouvernement afin que celui-ci puisse évoluer de façon sereine. Donc on attend que les responsables trouvent les solutions urgemment afin donc de débloquer tous ces conflits du travail qui minent donc la production. La croissance également peut s'en ressentir si cela n'est pas réglé rapidement. Ça veut dire que cette approche de remise à plat, il faut l'oublier peut-être? Oui. Et revoir... Le dénominateur commun, comme je l'ai dit, c'est l'argent, mais il y a aussi un travail de conception de l'administration publique qui reste à faire et apparemment qui n'est pas dans l'agenda donc des différents responsables, notamment le ministre de la fonction publique, qui a une idée, la remise à plat, mais une idée qui n'est pas encore précise. Personne ne sait exactement que signifie cette remise à plat. Et qui est suffisamment handicapée déjà. Elle est ambiguë, donc personne ne sait exactement de quoi il s'agit. Ça suscite aussi beaucoup d'inquiétudes chez les agents, parce qu'on sait que les statuts, les positions, les postes sont liés au niveau de recrutement des agents. Vous n'allez quand même pas mettre à plat un médecin qui a mis 12 ans d'études avec quelqu'un qui a fait 4 ans d'études. Je ne sais pas exactement ce que signifie cette remise à plat de la part donc, du gouvernement. Il faudrait que cela soit explicité. On parle de recherche d'équité. Voilà. Il faut expliciter cette question-là. Peut-être ça peut désamorcer certaines des crises en attendant que le gouvernement trouve les moyens de satisfaire les revendications. Et en attendant, c'est les cas par cas qui se poursuivent parallèlement. Le cas par cas va continuer tant qu'il n'y a pas une philosophie claire du statut de la fonction publique. Donc, une idée a été émise. Il y a un texte qui existe déjà. On suit le texte en attendant que l'idée soit précisée. Et je crois que c'est ça qui amène les agents à revendiquer leur station à partir du texte existant. Mais l'idée qui a été émise, on ne l'a pas encore clarifiée, on ne l'a pas mise sous forme, si bien qu'on ne peut pas se baser sur cette nouvelle idée. On est obligé de se baser sur le texte existant qui, lui, traite les situations au cas par cas. En tout cas, les travailleurs, dans le cadre donc, du premier mai, ont revendiqué le retour du cadre de négociation, de dialogue gouvernement-syndicat. On attendra de voir. Merci d'être passé dans le 7 Info ce soir. Fin de ce 7 Info donc. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée et bonne reprise de travail demain.